Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous quotidien en direct sur les marchés financiers proposés sur Bismart. Un rendez-vous qui décrypte les tendances mais aussi les actualités en matière de marchés financiers et d'investissement. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons évidemment sur la situation de stress que l'on peut constater sur les marchés en cette rentrée qui fait elle-même suite aux remous connus au mois d'août. Des remous en lien avec des chiffres de l'emploi moins bons qu'attendus aux États-Unis et qui laisse entendre que le scénario de soft landing visé par la Fed pourrait être remis en cause. Nous aurons cette discussion avant les publications demain du rapport sur l'emploi aux États-Unis pour le mois d'août, mais à la lumière quand même de plusieurs indicateurs découverts cette semaine. Aujourd'hui, par exemple, l'enquête ADP confirme les craintes des investisseurs pour l'heure avec 99 000 nouvelles embauches le mois dernier contre 144 000 attendues, soit le plus faible rythme d'embauche depuis janvier 2021. À noter d'ailleurs que selon cette même enquête, les chiffres pour le mois de juillet passent de 122 000 nouvelles embauches à 111 000. Nous en parlerons dans un instant avec nos invités. Si l'emploi semble être devenu le nouvel indicateur prioritaire de la Fed et des marchés, nous regarderons également aux États-Unis toujours les indicateurs d'activité avec notamment l'indice ISM dans le secteur des services, l'indice d'activité qui ressort à 53,3 points en août avec notamment une composante emploi qui affiche là aussi un léger recul. On passe de 51,1 points en juillet à 50,2 points en août contre 50,5 attendus. Des statistiques qui interviennent après la publication du même indice dans le secteur manufacturier qui lui ressortait à 47,5 points pour le mois d'août. Nous reviendrons donc en plateau sur la santé de l'économie américaine avant de comprendre, ou en tout cas de tenter de comprendre également les drivers économiques et financiers dans le reste du monde. Et puis enfin dans la dernière partie de l'émission, dans Marché à thème, nous nous demanderons avec Jean-Jacques Ohana, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha, si nous sommes en train de changer de paradigme sur les marchés financiers, face notamment au contexte de baisse de taux, mais aussi de surperformance des valeurs défensives, tandis que les stars de la tech et notamment de l'intelligence artificielle marquent le pas malgré de bons résultats. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse. Et nous commençons comme d'habitude cette émission avec Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Smart Bourse. Aujourd'hui Pauline, les bourses européennes sont dans le rouge. Oui, et le CAC 40 plus précisément repasse largement sous les 7500 points après déjà 2 séances compliquées cette semaine. Dans le cœur de l'actualité française, après 51 jours d'attente, Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier, membre du parti Les Républicains, pour succéder à Gabriel Attal au poste de Premier ministre. Après cette annonce, le rendement de l'obligation française à 10 ans tourne autour de 2,90%. Le rendement de l'obligation allemande de même échéance est autour de 2,20%. Le spread OAT-Bund se détend très légèrement au moment de la nomination de Michel Barnier d'environ 3 points de base. Côté macro, Pauline, la statistique de la journée, la statistique attendue aujourd'hui, c'était le rapport ADP sur l'emploi privé du mois d'août aux États-Unis. Et ce qu'il en ressort, c'est que le marché du travail américain continue son ralentissement au mois d'août. Le secteur privé a créé moins d'emplois que prévu, 99 000 précisément. C'est le nombre le plus faible depuis 2021. Le consensus tablait sur 144 000 et les chiffres du mois de juillet sont révisés à la baisse de 11 000. C'est le 5e mois consécutif que les créations d'emplois ralentissent. Après cette publication, le rendement de l'obligation à 10 ans américaine perd environ 3 points de base pour tourner autour de 3,73%. Et on en parlait en introduction, l'autre statistique attendue aujourd'hui, c'était l'enquête ISM dans le secteur des services. Oui, pour le mois d'août, il ressort à 51,5, supérieur au consensus et au mois précédent, où il s'établissait à 51,4. On les commentera dans un instant. Du côté de la micro, à présent, Biomérieux publie ses résultats du premier semestre. Oui, l'entreprise fait état d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de presque 10% à 2 milliards d'euros contre 1,7 million l'an dernier. Le groupe en profite aussi pour relever ses perspectives annuelles. Biomérieux s'attend à ce que ses ventes progressent désormais de 8 à 10% en données organiques contre 6 à 8% annoncés initialement. Les investisseurs saluent ces résultats et le titre figure en hausse de plus de 3%.
Et en hausse également, mais au sein du SRD cette fois-ci, c'est Voltalia, le producteur d'énergie renouvelable, Pauline. Oui, en forte hausse même, puisque le titre gagne 9% après la publication de ses résultats semestriels encourageants. Sur la période, Voltalia fait état d'un chiffre d'affaires en augmentation de presque 30% à environ 250 millions d'euros. Aux antipodes, on trouve les valeurs du luxe qui sont toujours à la traîne aujourd'hui, particulièrement Hermès, lanterne rouge du CAC 40 et du SBF 120, avec un titre en recul de plus de 6%. Le groupe est pénalisé par les signaux d'enlisement de l'économie chinoise. Et pour finir, Pauline, quel programme boursier pour demain ? Demain, les investisseurs auront les yeux rivés sur la publication du rapport officiel sur l'emploi du département du travail américain pour le mois d'août. En zone euro, on prendra connaissance de l'estimation finale du PIB pour le deuxième trimestre. Voilà donc Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Pauline Gratel. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter les tendances, mais aussi les actualités sur la planète finance. Ce soir, 3 invités pour tenter de décrypter ces marchés financiers. Éric Venet nous accompagne tout d'abord. Bonsoir Éric Venet. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur de la gestion de Montbleu Finance. À vos côtés, on a le plaisir d'accueillir également Igor Demac. Bonsoir Igor Demac. Bonsoir Nicolas. Vous êtes dirigeant associé chez Vital Épargne. Et enfin, on a le plaisir d'accueillir Jean-François Robin. Bonsoir Jean-François Robin. Bonsoir à tous. Directeur de la recherche chez Natixis. Je vous propose de commencer avec vous, Jean-François Robin. Une question assez ouverte pour commencer, pour poser le décor après cet été un petit peu chahuté sur les marchés financiers. Il y a une semaine, quand on regardait les marchés européens ou américains, on se disait, si on était parti en vacances au mois d'août et qu'on était revenu à ce moment-là, on aurait pu se dire que rien ne s'était passé. Et puis finalement, on sent quand même un peu plus, beaucoup plus de fébrilité sur les marchés financiers dans la lignée de ce qu'on a pu vivre au mois d'août, Jean-François Robin. Oui, c'est ça, on retombe un petit peu sur les petites interrogations qui avaient déclenché ce mouvement de marché du 5 août, mais avec sans doute une liquidité, avec des choses qui expliquaient cela. Il y a plein de raisons pour revenir sur cet épisode-là, qui c'est un peu différent aujourd'hui. Et ce qui est très différent aujourd'hui, notamment, c'est qu'il y a la Fed qui est après et pas avant. Bien sûr, les événements. Ce qui s'est passé en août, c'est que la Fed avait dit, finalement, moi, je ne baisse pas les taux et je les baisserai que si le marché du travail se dégrade. Et pof, juste après, on avait une dégradation du marché du travail. Là, on retombe là-dessus. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez dit juste avant, Pauline le disait, il y a un certain nombre de statistiques qui s'enchaînent, qui on laisse penser que le marché du travail est en train de se dégrader. Et on a toujours des taux d'intérêt de la Fed qui sont à 5,25 pour le Fed Funds, la borne haute. Et donc ça, c'est quand même un taux réel assez élevé quand même. Et donc, on se demande un petit peu si la Banque centrale américaine n'est pas un petit peu beyond the curve, qu'elle n'aurait pas dû aller un petit peu plus vite. Et on a toutes ces anticipations de marché. On est à plus de 110 points de base de baisse des taux cette année, ce qui est un petit peu laissé penser que la Fed serait en retard et qu'il devrait rattraper ce retard avec sans doute des mouvements de 50 points de base au cours de l'année, du reste de l'année. Donc on a une espèce de nouveau de cette idée que l'économie américaine ralentit très fortement et que le marché de l'emploi est en train de se dégrader. Et on sait, parce que Jackson Hole, lors de ce Jackson Hole, Jérôme Powell a dit, maintenant on fera tout ce qu'il faut. We do anything we can pour soutenir le marché du travail. Donc on sent bien que c'est vraiment son indicateur clé. Quoi. Le driver maintenant. C'est le driver, c'est plus l'inflation. Et pourquoi c'est plus l'inflation ? Parce que l'inflation, elle est déjà revenue à 2,5, pareil en Europe. Et donc la Banque centrale se concentre sur son deuxième mandat aux US, qui est l'emploi. Et donc on a cette espèce de focus des marchés sur les dégradations de l'emploi. Et aujourd'hui, force est de constater dans les différents chiffres que ça se dégrade. Est-ce que ça se dégrade tant que ça, on pourra en discuter. Nous, on ne pense pas. Mais voilà, on a quand même une vraie normalisation du marché du travail avec une remontée sans doute du taux de chômage encore demain. Donc on a entendu quand même pendant longtemps un certain nombre d'experts nous dire attention aux effets de second tour sur l'inflation, justement lorsque les hausses de salaire seront passées et ce qui pourrait maintenir une inflation élevée. Là, on a un marché de l'emploi qui se dégrade un petit peu, un marché du travail qui se dégrade un petit peu, et ça n'est pas une bonne nouvelle. Ça aurait pu être une bonne nouvelle. On aurait pu se dire effectivement, le travail est fait et on va aller vers ce soft landing. Non, finalement, le marché ne le voit pas comme une bonne nouvelle. Oui, c'est jamais une bonne nouvelle de voir les marchés du travail se dégrader. Maintenant, encore une fois, deux remarques. La première remarque, c'est qu'on était à plus bas de 3,4, on est à 4,3. Je me souviens, moi, il y a encore une dizaine d'années, où il y avait toutes les analyses des prix Nobel, Gordon, par exemple, qui disaient le taux de chômage ne pourra jamais passer sous les 6,5. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, autour de 4, 4,5, le taux de chômage, il reste quand même très bas historiquement. Ça, c'est la première chose. Et puis, cette dégradation du marché
marché du travail quand même, elle est aussi à relativiser, justement dans les chiffres qu'on voit sur même hier, dans ce qui a déclenché un petit peu le mouvement du marché, on voit que les taux de démission repartent un peu à la hausse. Donc si le marché était très dégradé, on démissionnerait pas. On voit que typiquement la composante emploi dans l'ISM service continue d'être positive. Donc ça ça laisse pas penser à une forte dégradation, un écroulement encore, l'effet IA sur l'emploi, on n'y est pas encore complètement. Ouais, et puis dernière remarque, c'est quand même cette dégradation là, elle est pas souhaitable, mais c'était vraiment ce que vous disiez, c'est-à-dire que l'effet notamment sur les services, c'était de se demander si on n'allait pas avoir des hausses de salaire qui resteraient durablement élevées. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le marché du travail se normalise sans s'écrouler, et dans le même temps, vous avez plutôt les salaires qui se calment. Et c'est un indicateur qu'il faudra suivre demain, mais vous regardez ce qui se passe aux États-Unis ou en Europe, on a encore perdu plus d'1 point, on est passé de 4,6 à 3,5, et puis l'année prochaine, on attend encore plus bas. Donc on voit bien que les salaires qui avaient un petit peu un effet rattrapage et qui sont aujourd'hui plus élevés que l'inflation sont quand même en train de se calmer. Donc c'est vraiment très, je dirais, conforme à ce qu'on avait vu dans les autres épisodes historiques de forte hausse de l'inflation très rapide comme ça. C'est qu'en fait, les salaires le rattrapent et finissent finalement par redescendre gentiment. C'est un petit peu ce Goldilocks scénario quand même, à mon avis, qui est plutôt en train de se faire plutôt qu'une espèce de récession qui arrive aux États-Unis. Nous, on l'a publié cet après-midi, on vient de réviser la hausse des chiffres de croissance pour les États-Unis à 2,4. Donc on n'est pas dans un truc récession, on est au-dessus du potentiel. Il y a une normalisation du marché du travail. Bon, honnêtement, quand vous avez 7% de déficit sur PIB encore aux États-Unis, ce serait quand même dommage de ne pas avoir au moins 2% de croissance. Bon, on y reviendra dans un instant. Éric Venet, peut-être même question un peu ouverte. Comment est-ce que vous vivez cette rentrée avec peut-être un angle un tout petit peu différent? C'est qu'on a vu beaucoup plus de volatilité sur les marchés cet été, avec cette excuse, ou en tout cas cette explication qu'on pouvait donner aussi, moins de volume, explique des mouvements plus importants. Puis finalement, on voit que ça se continue à la rentrée. Est-ce que c'est en train d'annoncer un changement de manière d'apprécier le marché en ce début d'année? Oui, alors il y a un facteur qu'on n'a pas évoqué, c'est l'IA et le Nasdaq. En fait, on s'est un petit peu interrogé sur la soutenabilité de cette hausse. Je me souviens que il y a 2 mois, tout le monde était chaud sur Nvidia, qui pouvait bien se passer. On a eu quand même une alerte très forte. Alors, parce qu'on a eu justement un changement de la politique monétaire japonaise qui a fait que on empruntait du yen pour rien du tout et on le plaçait sur le Nasdaq et on gagnait dans les deux sens. Et quand la Bourse a dit non, je vais être obligé de remonter mes taux, c'était la seule. Il y a eu un mouvement énorme de retrait de liquidité. De retrait. On a dû vendre ce qui a forcément bien marché, donc y compris le Nasdaq. Donc, puis quelques interrogations également parce que tout l'argent qu'on a mis dans Nvidia, il va falloir la rentabiliser dans l'IA. Et on a commencé à avoir quelques doutes dessus. Donc, ce qui était quasiment évident de gagner de l'argent est devenu moins évident. D'accord. Il y a ça. Vous rajoutez des mouvements de change de façon impressionnante. Plus, du coup, on a rajouté la cerise sur le gâteau, mais je suis d'accord avec vous, c'est pas vraiment... mais on l'explique comme ça aujourd'hui sur... Ah oui, mais est-ce qu'on n'a pas trop attendu pour baisser les taux? Est-ce que finalement... Jusqu'à maintenant, tout est nickel parce qu'on a ralenti l'activité, l'inflation est battue. Mais est-ce que ça ne va pas craquer d'un seul coup, d'avoir trop attendu de baisser les taux? Voilà, c'est un mix des trois. Et la répétition du mois d'août, elle est aujourd'hui en moindre. D'accord. Mais elle nous permet de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que pour moi, toutes les grosses tendances, les grosses valeurs méga cap, on se dégage un peu, on prend son bénéfice pour aller soit en cash, soit pour se répartir. On voit finalement le marché aujourd'hui être un peu moins concentré, enfin moins de concentration, pour aller un peu plus se diffuser si on croit que la récession n'est pas pour demain. Ce qui serait plutôt une bonne nouvelle, un marché un peu moins concentré pour des stock pickers. Mais c'est pour ça que moi je pense que c'est une très bonne nouvelle. Bon, effectivement, la croissance va être révisée. Enfin, on n'est pas en récession, donc ne même pas très fort. On voulait juste un ralentissement, on l'a. Bon, c'est normal qu'on s'interroge sur est-ce qu'on n'a pas été trop loin. Mais à mon avis, ça passera dans quelques jours. Donc toute cette phase de stress sur les marchés, finalement, c'est temporaire. Ce que vous nous dites, c'est effectivement, on se réaligne à la rentrée. C'est juste un réajustement. Oui, d'accord. Là, en fait, voilà. Mais
mais je ne pense pas qu'il y ait plus de stress que ça sur la macro et donc sur les marchés financiers. Vous mentionniez effectivement la décision de la BOJ de remonter ses taux à l'heure où effectivement les banques centrales occidentales, notamment aux États-Unis ou en Europe, sont plus dans une dynamique de baisse de taux. Ça, c'est de nature à inquiéter, alerter. C'est la ligne du Japon, effectivement, qui fait face à une inflation qui dépasse les 3%. Sauf que, comme à chaque fois, il y a un effet d'overshooting, de surréaction, et toutes les yens qu'on a empruntés, il va falloir le rembourser. Mais si le yen se réapprécie, vous avez intérêt à rembourser assez vite pour ne pas vous laisser piéger. Donc c'est juste, pour moi, un mouvement global de capital sur les marchés. Igor Demac, chez Vital Épargne, comment est-ce qu'on vit cette rentrée un peu chahutée quand même pour les marchés, avec un certain nombre d'investisseurs particuliers qui doivent se poser la question de c'est arrivé en août, ça recommence en septembre, qu'est-ce que je fais ? Oui, alors la volatilité, c'est toujours l'ennemi du client et l'ami du gérant. C'est vrai que quand elle est très très forte comme en août, ça inquiète quand même aussi un peu le gérant. L'année précédente ou les mois précédents, on était sur un balancier entre un leader, un thème leader qui était Nvidia, les technos, et puis sur l'autre côté de la balance, il y avait l'inflation, le taux. Et au milieu, il y a en fait le cœur de notre histoire à tous, c'est la croissance américaine, puisque c'est ça qui drive absolument tous les mouvements macroéconomiques et les mouvements même boursiers, parce que je ne veux pas minorer ce qui s'est passé au Japon, mais le Japon, c'est un phénomène monétaire tout à fait particulier depuis 30 ans. Okay. Et ce n'est pas non plus le cœur du réacteur financier mondial. C'est quand même le dollar et les échanges entre la Chine et les États-Unis, même si le Japon est un peu entre les deux. Ça reste une grande banque centrale qui prend une décision différente que la Fed ou la BCE. Oui, mais je pense que si la Fed prend une mauvaise décision, là, je pense que les effets seront beaucoup plus importants effectivement. pour nous. Donc, on est là à se poser la question de savoir comment se porte la croissance économique américaine. Et pourquoi l'emploi, c'est important ? Parce qu'en fait, il n'y a plus de réserve d'épargne maintenant. Donc, les Américains ont consommé leur épargne, le taux d'épargne est quasiment au plus bas. Et donc, comme c'est une économie qui consomme, et que les économies modernes sont des économies qui consomment, il faut que les employés aient de l'emploi et du revenu. Et donc, c'est ça la question centrale. Et c'est pour ça que la Fed est beaucoup plus attirée par ce type de mandat sur le travail que la BCE. Mais on a cette question... Qu'est-ce qui va venir alimenter la croissance en 2024 ou 2025 ? Pour l'instant, les prévisionnistes sont quand même relativement optimistes. Donc, on n'a pas une récession, puis une récession, c'est 2 trimestres d'affilée, puis ça dépend de son ampleur. Il faut prendre un peu de recul. On sait que les moteurs sont moins importants maintenant. La Chine est confrontée à des problèmes systémiques, structurels, qu'elle nettoie son système bancaire. Donc, c'est un peu toutes ces questions qui se parachutent et puis s'entrechoquent en cette rentrée. Puis, on a l'élection américaine qui est quand même aussi quelque chose à avaler, je dirais, pour les marchés. Je ne dis pas qu'il faut préempter des positions de trading, mais on sera peut-être rassuré ou pas, mais en tout cas, l'événement se sera passé. Et les marchés, ils ont besoin de certitude. Bien sûr. Et ça, c'est malheureusement pas tout de suite, c'est dans 2 mois, enfin 1 mois et demi. Donc, on a une rentrée un peu agitée. Les résultats des entreprises... Sur les valeurs technologiques, le problème, c'est que si on regarde la part des dépenses informatiques dans le PIB, en fait, on est dans une proportion qui est tout à fait semblable à la moyenne. Donc, l'IA n'a absolument pas déclenché des mouvements d'investissement massifs, comme ça avait été le cas dans les années 2000 Internet. Et le rythme de croissance non plus des dépenses dans l'informatique suit sa moyenne. Donc, vous voyez, en fait, on est dans une caractéristique de bulle, mais c'est difficile de sortir la bulle, parce qu'il y a tellement d'argent coincé, et il y a 2 marchés actions. Il y a un marché action qui est tech, qui marche, et un autre marché action, il y a un compartiment A, un compartiment B, qui est à la traîne. Et c'est encore plus vrai en Europe, puisqu'en Europe, on n'a quasiment pas de tech. Donc ça, c'est vrai que le rééquilibrage, mais il ne faut pas qu'il soit trop violent. Parce que si la bulle tech explose, il y a tellement d'enjeux, tellement de liquidités, personne ne résistera. Le seul argument, moi, qui me fait dire que ça ne peut pas exploser, d'abord, c'est parce que c'est l'expression même de la puissance américaine. Donc ça voudrait dire une dégradation en fait, du ressenti de la croissance américaine, de son pouvoir. Bon, il est fragile, parce que l'Amérique vit au crochet du monde quand même, avec des gros déficits. Mais tant que la croissance tient, j'allais dire, le scénario de marché de l'investisseur, il peut tenir.
Après, c'est pas une bulle parce qu'en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a des résultats. Il y a des résultats. Oui. Non, mais une bulle, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des bénéfices. Ça veut dire que la valorisation des bénéfices est probablement déconnectée, en tout cas, de la valeur ajoutée apportée à l'économie. Et moi, ce que je regarde quand je regarde la part des investissements dédiés à l'IT, ça n'a pas bougé par rapport à la médiane et la moyenne. Oui, on a peut-être un peu trop anticipé l'impact à court terme, effectivement, de l'intelligence artificielle. Et on se rend compte que ça va être long. L'intelligence artificielle, c'est pas le moteur explosion. D'accord. Regardez ce que le moteur explosion a impliqué dans les chaînes industrielles mondiales, rien à voir. Donc pour l'instant, c'est évidemment un progrès, mais c'est pour moi une émanation d'Internet et de la virtualisation, mais aujourd'hui, ça n'a pas changé les dynamiques d'emploi. Le télétravail l'a changé. Alors, c'est cette prise de conscience qui vient expliquer aussi, finalement, un des facteurs explicatifs en plus du stress qu'on a sur les marchés à l'heure actuelle ? C'est-à-dire C'est cette prise de conscience, effectivement, que l'intelligence artificielle, ça prendra plus de temps et que... Oui, ça va prendre plus de temps. Après, il y a de la normalisation de niveau de valo. Et puis, comme toutes les sociétés qui sont chèrement valorisées, il faut délivrer des perspectives de croissance très importantes. Et être en ligne avec le consensus des analystes, c'est tout. Après, vous pouvez payer 50 fois une valeur qui fait 50% de croissance du bénéfice tous les ans, il n'y a pas de souci. Le PEG est à 1, mais bon, il faut le faire. Éric Venet, oui. Ce qui a changé, c'est qu'auparavant, vous aviez toujours ces incertitudes macroéconomiques et puis le reste du marché qui faisait rien, mais vous aviez une sécurité. Vous aviez sur l'IA, la tech. Oui, c'est ça. Sauf que c'est moins sécure. Voilà. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc, la tendance, c'est que si vous avez vraiment besoin de cash très rapidement, vous prenez vos bénéfices. Et puis, ce qui, pour moi, laisse de la place si le marché macroéconomique délivre sur le reste. Pour moi, c'est un rééquilibrage et c'est ça, si c'est de la bonne explication. Voilà. En plus, avec la baisse des taux, les produits, justement, on va y venir. Les produits d'intérêt vont avoir moins d'appétence. Le Japon, c'est volatile. Le Nasdaq, c'est moins sécure. Donc, c'est vrai que l'investisseur, elle est un petit peu moins... Alors, on va dire, l'Europe, c'est super, mais comme on lui dit ça tous les ans, et que tous les ans, ça déçoit, et que, bon, on voit la gouvernance européenne, et je parle même pas de la gouvernance française, c'est compliqué aujourd'hui de trouver une zone de confort, vraiment. Oui, en tout cas, c'est clair. Jean-François Robin, oui. En tout cas, c'est clair que c'est un marché qui est hyper concentré sur la tech. L'année dernière, 87% de la perf du S&P, c'est les tech. C'est les fameux 7 magnifiques, les 5, etc. Puis on les enlève au fur et à mesure de leur sous-performance aujourd'hui. Mais l'année dernière, voilà, les 7 magnifiques font presque 90% de la perf du S&P. Donc il y a une telle concentration du marché action dans une valeur, c'est un truc qu'on n'a pas vu depuis même General Electric, même à grandes heures de tous les grandes actions du S&P. On n'avait jamais vu une telle concentration de la performance. Et donc aujourd'hui, la question que soulevait Igor sur est-ce que ça a une vraie valeur ou pas, enfin, que vous disiez tout à l'heure, tous les deux, il y a vraiment ça, ce que disait Robert Solow en 1987, on voit les ordinateurs partout, sauf dans les statistiques. Est-ce qu'on rejoue ce truc-là ou pas Robert Solow a le prix Nobel, mais 5 ans après, on voit la productivité qui explose avec quand même Internet. Donc, c'est pas le moteur explosion, mais quand même. Et aujourd'hui, ce qu'on commence à voir, je le disais tout à l'heure, on n'est pas encore de l'effet de l'IA dans l'emploi aux US. En revanche, on commence à en voir quelques annonces, encore aujourd'hui, encore dans la banque. Et puis demain, sans doute, malheureusement, mais voilà, le call center d'Orange au Maroc ou les 300 000 Philippins qui bossent pour l'IA générative pour faire bosser les robots, pour les faire progresser, probablement que c'est les premiers qui vont être, on les verra pas dans les statistiques US peut-être. Mais je pense quand même que l'impact sur la productivité de l'IA générative, il va être assez fort. Nous, on l'utilise chez Natixis déjà. On lui demande, on met les rapports de la Commission européenne du FMI de 150 pages, on lui demande résume-moi ça en 5 points. Évidemment, je gagne du temps et peut-être que ça me fait quand même gagner en productivité quand même à la fin. Donc moi, je crois que ça, c'est tellement vite diffusé. Encore une fois, ChatGPT, c'est 180 millions d'utilisateurs. Il y a 5 milliards de personnes qui ont Internet. Ça peut se diffuser quand même beaucoup plus vite que n'était le moteur explosion qui a mis 100 ans à vraiment impacter toutes les économies. Éric Venet, allons sur ce sujet IA, vu que effectivement ça fait partie des facteurs explicatifs. Le sujet, c'est pas la diffusion, on est d'accord, c'est comment rendre rentable tous les... Enfin, c'est massif. Donc, les 5 clients de NVIDIA mettent un paquet d'argent. Donc, cet argent-là, il va être immobilisé un certain temps. Parce que avant de le rentabiliser... Oui, bien sûr. C'est des milliards. Donc, c'est ça. Donc, avant... je crois qu'il y a un trou dans le temps, avant que ça revienne sous forme de bénéfices dans les entreprises ou d'augmentation de la productivité. Ça va prendre un certain temps. Alors ça, c'est de la macro, c'est différent moi, je suis pas spécialiste des valeurs, mais typiquement, à mon avis, ce qui est intéressant, c'est pas de regarder Nvidia. Enfin, c'est très intéressant de regarder Nvidia parce qu'à mon avis, lui, il est quand même la loupe à intelligence artificielle sur les marchés. Mais lui, ils ont mangé leur pain blanc parce que là, ça y est, ils ont chopé la marge comme très classiquement. Et puis évidemment, ça va être moins le cas dans le futur. Ce que je trouve très intéressant,
intéressant, c'est ce qui se passe chez Intel, qui met 50 milliards sur les puces pour essayer de rattraper son retard. Est-ce que c'est ça qui va le tuer? Et finalement, Intel qui nous dit, je licencie 15 000 personnes, c'est parti, ça rapporte pas autant que ça donnait? Ou au contraire, à la fin, Intel va réussir à remonter la pente et un petit peu refaire de la compétition là où il n'y en a plus aujourd'hui au profit de Nvidia. Et donc, il y a quand même cette histoire. Est-ce que les investissements, parce qu'il y a plein d'études qui montrent ça, c'est que même après l'explosion de la bulle .com, hein, dans 2000, il y a plein de boîtes qui ont fait faillite. Mais en revanche, toutes les infrastructures de télécom qui ont permis de mettre tout ça en place parce qu'on investissait massivement là-dedans, bien sûr, à la fin, ça a fait les gains de productivité d'Internet, même s'il y a plein de boîtes qui ont fait défaut. Encore une fois, l'infrastructure était là. Et aujourd'hui, c'est ça qui va être intéressant. Est-ce que toutes ces puces, tous ces trucs qu'on va faire, ça va peut-être faire tuer quelques compagnies, mais à la fin, ça restera. Et donc, on aura sans doute une diffusion de l'IA générative, à mon avis, qui va avoir un impact sur la productivité. Et donc, alors, sur la valorisation des boîtes, ça y a un autre débat, mais sur la macro, je pense qu'on va l'avoir. Éric Venet, ça veut dire que finalement l'intelligence artificielle n'est plus le seul secteur où on devait absolument aller si on voulait faire de la performance effectivement sur les derniers mois et qui concentrait particulièrement la performance. Et à côté de ça, finalement, les entreprises doivent investir massivement en IA si elles veulent rester dans la course, entre guillemets, sur les prochaines années. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est pour ça qu'il s'est fait je ne sais pas si c'est une bulle, mais la trade, c'est qu'il fallait y être, enfin, il faut y être, hein, sauf qu'avant de pouvoir la rentabiliser, voilà, si on ne veut pas être mort demain, il faut y aller quand même. Voilà. Ouais. Alors, il faut se méfier, parce que quand JP Morgan a mis, enfin, je ne vais pas citer, mais quelques grosses banques américaines ont mis Banco sur le métaverse en se disant, je mets mes agences bancaires, etc. Ouais, enfin, je ne vais pas comparer les deux. Mais attention, je suis d'accord avec vous, parce qu'en fait, c'est devenu... C'était évident qu'il fallait investir dans le métavers, et Dieu merci, tout le monde ne l'a pas fait. Non, ce qui a changé pendant l'été, c'est que ces interrogations-là, on ne les aurait pas eues. Enfin, je veux dire, ah oui, je me souviens, je suis venu de moi, j'ai posé juste une question à lui dire, mais voilà, c'était un sacrilège. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... Encore une fois, la boîte est superbe. Et donc, tout le monde devait être dedans. Et il y en a encore plein. Enfin, moi, j'ai été parce que je ne maîtrise pas le dossier. Mais on s'interroge. Donc, à partir du moment où on s'interroge, ça implique une moins de sécurisation sur le Mais qu'est-ce qui a dossier. changé cet été? Parce que les résultats étaient très bons. Justement, les interrogations sur comment rentabiliser. On s'est rendu compte, on a pris un peu de recul et on s'est rendu compte qu'on mettrait plus de temps à rentabiliser potentiellement des investissements d'intelligence artificielle. C'est pas Nvidia qu'on remet en cause, c'est la valo de Nvidia. Quoi. Oui, bien sûr. On est d'accord. Oui, bien sûr. De l'écosystème. Mais de l'écosystème. Si on prend par exemple un secteur qui est lié à Nvidia, puisqu'il en fait partie, c'est les semi-conducteurs. Semi-conducteurs, avec la loi de Moore, on sait qu'il y en a toujours besoin de plus. Regardez les cycles de valo, les cycles de bénéfices. Semi-conducteurs, c'est pas une bulle. Hein. Parfois, c'est vraiment tout en bas. Donc, il faut jamais oublier que la technologie Nokia a disparu. Hein. Les téléphones Nokia, ils n'existent plus. Donc, c'est très, très rapide. Et toujours Bernard Arnault avec ses grands châteaux dans le Bordelais. Eux, ils seront peut-être là dans 100 ans. Modulo l'impact climatique. Mais donc, je pense que moi, je suis pas un grand adorateur de l'intelligence artificielle. Je préfère l'intelligence humaine, mais je pense qu'on attribue à ce terme... De l'intelligence artificielle ou de l'intelligence artificielle en bourse? Non, mais en général, le terme est tellement hype que effectivement tout investisseur est obligé d'y aller. Mais il y a plein d'autres domaines informatiques, sous-informatiques, où il y a déjà de l'intelligence mécanique, robotique, virtuelle. Internet, c'est une intelligence virtuelle. Le téléphone mobile, je pense que ça a plus changé nos vies que ChatGPT, à mon sens. Mais après, je suis peut-être un vieux dinosaure. Mais je pense qu'il faut faire attention. Le secteur des semis, c'est un secteur qui est très cyclique, qui est très volatile, qui est très dépendant d'autres évolutions technologiques. Bon, la voiture électrique en est une, mais ça ne vient pas des semis. Hein. Ça vient de Bruxelles. Bien sûr, oui. De la dimension écologique. Donc voilà, là, trop d'argent est attrapé dans ce thème, sur les gros. Après, en dessous, je pense qu'il y a des mid-cap, des small-cap. C'est pour ça que nous, on travaille pas mal dans tout ce qui est cybersécurité. Moi, je crois beaucoup plus à la cybersécurité comme thème qu'à l'IA. Alors, même si on va mélanger les deux, et que je ne suis pas un spécialiste IT, hein, mais... Cette déconcentration du marché que vous décriviez tout à l'heure, Éric Venet, pourrait amener potentiellement C'est beaucoup plus sain, bien sûr. Parce que là, vous êtes obligé, surtout pour des gérants quasi indiciels, d'être quelque part. Et on vous dit, vous devez aller là. Donc, vous n'êtes plus du tout dans un choix libre et dans un exercice de stock picking d'allocation. Mais ça n'ira que si on a de la visibilité. C'est-à-dire que là, on est dans une stade où il y a de l'instabilité, où c'était sûr, ça l'est moins sûr. On peut rajouter le luxe pareil. Bien sûr. Oui. Pour l'instant, avant de diffuser ailleurs, il faut qu'on ait une sécurité. Et la deuxième
possibilité, c'est par exemple la baisse des taux aussi. On est là complètement sûr qu'on entame un cycle de baisse de taux. Alors là, vous pouvez aller sur les secteurs qui vont profiter de la baisse de taux. D'accord, ok. Et c'est c'est ce que j'attends depuis très longtemps. Est-ce qu'on est tous d'accord autour de cette table qui a nos discussions qu'on entame un cycle de baisse de taux? Ok, si c'est oui. De même qu'on était tous d'accord sur là pour Nvidia. le coup, on commence à avoir une certitude. C'est oui, qui se la rapproche. réponse. La réponse est oui. Un cycle jusqu'à la fin de l'année. Oui, sauf que la petite musique qu'on entend en disant on a trop attendu et du coup on a une récession et donc cette récession, cette baisse de taux, on va non pas ça va pas être salvatrice parce que C'est son ampleur qui est questionnée. voilà, Merci, elle va elle est pas à être 200 salvatrice points, parce justement. que on reste dans un scénario tranquillement de descente. Non, si on a une baisse de taux mais qu'elle est trop forte, qu'on la juge trop forte parce que on pense que du coup là la baisse va être moins trop forte, c'est plus c'est plus un cycle d'investissement. Vous voyez ce que je veux dire? Justement, c'est une question peut-être un peu caricaturale ou un peu cash, mais tous les trois, vous m'avez effectivement expliqué que globalement, vous restiez quand même sur un scénario assez positif sur l'économie américaine et de soft landing. Est-ce que du coup, une baisse de taux pratiquée par la Fed qui passerait de 25 à 50 points de base est si dramatique que ça, si jamais ça arrivait dans quelques jours, Jean-François Robin? Alors nous, notre scénario, c'est qu'il ne fasse pas 50 et qu'il fasse que 25 en septembre et décembre. En revanche, nous, on est vraiment sur un cycle de baisse des taux qui va se poursuivre en 2025 et probablement une ampleur de pas loin de 200 points de base. Hein. Donc, c'est vraiment un cycle qui va venir. Pourquoi on dit ça? Parce que nous, on a calculé au sein des services que le taux neutre de la Fed, c'est-à-dire qu'il le rend pas accommodant ni restrictif, il est autour de 3,25. Donc, on peut baisser de 200 points de base avant que d'arriver à la croissance et à l'équilibre, si tout le monde, si on est au plein emploi, blablabla, avant qu'on soit restrictif, accommodant, je veux dire. Et donc il y a vraiment de la place pour la Fed aujourd'hui pour baisser les taux. Et donc pour ça que moi je ne sais pas s'il ferait 25 ou 50. Le marché, encore une fois, price 110 points de base ce matin, c'est-à-dire que ça implique qu'il y a une baisse de 50 quelque part, sachant que Powell, comme pas mal de gouverneurs, ont dit qu'a priori on commençait graduellement, donc ça graduel est égal 25, c'est comme pour la BCE, donc il est 25 en septembre, ce qui impliquerait que vous auriez peut-être une 50 points de base au milieu des élections américaines présidentielles. Alors moi, je ne suis pas du tout fan de ceux qui disent qu'il ne se passe rien autour des présidentielles, parce que historiquement, ce n'est pas le cas. Mais quand même, d'aller accélérer le mouvement juste après, par exemple, l'élection américaine, ça rendrait un petit peu l'idée que la Fed est peut-être un peu politisée, etc. Donc je ne crois pas à ce truc-là. En revanche, voilà, moi, pour répondre à la question, je pense qu'on est vraiment sur des cycles de baisse des taux. La Banque du Canada a baissé cette semaine de 25 points de base. Ils en annoncent encore 3 dans l'année. La BCE a commencé, ils vont en faire sans doute au moins 2 cette année. La Banque d'Angleterre, la Riksbank, enfin, il y a l'ensemble des banques centrales du G7 et de l'OCDE qui baissent les taux quasiment, à l'exception du Japon, mais qui feront peut-être un petit 25 pour terminer leur cycle. Mais quand même, on est dans un cycle baissier de taux. Ça ne veut pas dire qu'on retourne à zéro du tout, mais il y a bien 100, 200 BP dans chaque grande banque centrale du G7 qui va arriver, je pense. Éric Venet, même question. Dans un scénario de soft landing, de résistance de l'économie américaine, est-ce que c'est si dramatique d'imaginer 50 points de base au lieu de 25 dans quelques jours? Non. Si ce n'est que ça viendrait valider l'idée qu'on a peut-être un peu trop attendu? Oui, mais la Fed, jusqu'à maintenant, a drivé le marché de façon extraordinaire. Enfin, on a explosé les taux et le marché ne s'est jamais écroulé. Donc, je fais confiance à la Fed pour, si c'était le cas, pour l'expliquer. Donc, non, j'ai pas de souci là-dessus, en fait. Je pense pas qu'on ait demain matin une récession. Donc, je crois pas à ce scénario de on a trop attendu, mais parce que c'était évident qu'on avait à avoir ces interrogations. Enfin, dès lors qu'on est dans un cycle de début de baisse des taux, on a toujours eu ces interrogations-là. Est-ce qu'on n'a pas trop attendu? Parce que, vous savez, il faut 6 mois pour que ça soit dans l'économie. Non, pour l'instant, c'est bien dans le tube. Et le travail des banques centrales a été magnifique. Donc, je ne vois pas pourquoi demain, ça serait ça me fait différent. penser à une phrase d'un prix Nobel, encore d'économie, pardon, d'Andouche, qui disait Décidément. La croissance américaine ne meurt jamais, seule la Fed la tue. Et donc, pour que la récession arrive aux États-Unis, il faut qu'il se passe quelque chose. D'accord. Et souvent, c'est la Banque centrale qui déclenche ce mouvement-là parce qu'il y a eu de l'inflation, parce qu'il y a eu un choc pétrolier, parce qu'il y a eu plein de choses, mais ça vient souvent de la Banque centrale. Or là, ce qu'on est en train de discuter, c'est que, en fait, est-ce qu'ils se font 25 et 50? Mais là, c'est pas grave, c'est vrai que l'overshoot à la baisse, c'est pas ça qui a fait une récession. Oui, c'est censé soutenir l'économie quand même. Ça aura un effet de second tour de peut-être trop baisser, mais c'est aussi un des arguments pour lesquels nous on pense qu'ils feront 25, c'est que, comme un certain nombre de gouverneurs votants ont dit récemment, il faudrait surtout pas qu'on se mette à baisser
les taux pour dire qu'on l'a trop fait pour remonter ensuite. Donc on va y aller doucement, voir ce que ça donne. Mais voilà, c'est pas grave s'ils font 50, ça paniquera un peu le marché, sauf à ce que justement ils disent ok, on fait 50 là, mais après vous inquiétez pas, c'est du gradualisme jusqu'à la fin de l'année. Ils peuvent tout à fait avoir une communication comme ça. Ça me semble plus difficile que de commencer petit pas par petit pas et voilà, et pour voir. Igor Demac, votre scénario, si tant est que effectivement vous ayez un scénario défini sur. C'est vrai que les erreurs de trajectoire monétaire sont catastrophiques pour les croissances, pas qu'américaines. Je pense qu'une des erreurs, c'est pas forcément une décision, mais c'est le laisser-aller de l'endettement généralisé des économies, des bilans bancaires. Ça, maintenant, on a quand même des garde-fous, mais ça, c'est une erreur de la Fed à l'époque de Lehman Brothers et aussi à l'époque de la zone euro. Donc ça, maintenant, on est un peu prémunis. Après, je trouve que laisser des taux d'intérêt réels trop élevés trop longtemps, c'est aussi un facteur de déséquilibre des sociétés parce que ça crée une économie de rente financière. Et comme on sait qu'aux États-Unis, en fait, la sphère financière est ultra dominante, eh bien, vous avez plus intérêt à laisser votre cash travailler. Et l'épargne, si elle n'est pas utilisée, réinjectée dans le système de production, de la consommation, en fait, c'est mortifère. D'accord. Parce que toute rente est déclinante et qu'à la fin, on a une économie qui est complètement statique. Et c'est pour ça, et on le voit plus en Europe, parce qu'on a des difficultés d'accès au crédit, que l'immobilier souffre plus qu'aux États-Unis, où là, il est plutôt en surchauffe, mais il y a un moment où il va falloir aussi calmer le taux d'intérêt d'emprunt. C'est important, à mon sens, de baisser les taux. Et dans un cycle, avec une visibilité. C'est vrai que si on fait il faut donner une espèce de chemin, parce que l'élection américaine est un sujet, en tout cas un sujet de politique internationale. Après, j'ai toujours dit que l'un ou l'autre, c'était les deux faces d'une même pièce. J'aime oublier que les Américains sont américains. Ils travaillent pour l'Amérique, démocrate ou républicain. Donc ça, c'est important, mais il faut un chemin, parce que... vous disiez, on doit faire confiance à la Fed, mais en toute façon, on n'a pas le choix. Donc, oui, c'est pas une question. Mais voilà, donc je pense que la BCE a fait une bonne partie du travail déjà de conscience. Et il faut redonner un petit peu de crédit aux économies, aux consommateurs. Le chemin, il n'est pas suffisamment clair aujourd'hui. Alors effectivement, on ne sait pas quelle sera la... Non, parce que ça dépend de l'ampleur, de la faiblesse ressentie des économies. Parce qu'on n'est pas forcément dans une publication. Une fois que la croissance est publiée, le marché il a déjà fait son travail. Donc il faut essayer de ressentir ce que peut être le niveau de croissance, en tout cas cible. La haute bout de gap, tout ça, bon, c'est très technique, mais la stat de demain va peut-être être intéressante. Et l'emploi, c'est un indicateur retardé, mais c'est quand même un indicateur de santé d'une société consommatrice. Oui. Donc, moi, je pense qu'on est dans cette phase-là et on va avoir une réponse au dernier trimestre sur la vigueur de l'économie américaine et un peu du reste. C'était clair après Jackson Hole. C'était clair que bon, là, il n'y avait pas. On baisse les taux. Oui, on baisse les taux. Ça l'est un peu moins justement sur ces interrogations de croissance, sur ces mouvements financiers qui ont fait que bon, le scénario est moins clair, mais c'est toujours le même scénario. Justement, mettons que le scénario se clarifie dans quelques jours et on a évoqué longuement effectivement ce sujet. Concentration des marchés, concentration des valeurs, notamment sur les sujets tech, voire intelligence artificielle. Un contexte économique avec des baisses de taux, on peut continuer avec vous, Éric Venet. Qu'est-ce que ça amènerait comme rotation sectorielle, continuation de rotation sectorielle amorcée cet été changement de paradigme presque sur les marchés? Non, c'est pas changement de paradigme. C'est confirmation d'un scénario qu'on en espère depuis des mois, en fait. C'est ça. Et donc, je pense, puisque je travaille là-dessus, c'est les petites valeurs, dès que vous avez une baisse de taux et qu'elle est parfaitement... il y a une vision claire. Oui, vous voyez, c'est ça qui est important, parce que on peut avoir un retour de valeur moyenne. Faut que le scénario macroéconomique soit assez fléché pour les small mid. Voilà. Oui, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on annonce que leur moment arrive. Elles se sont quand même repris, mais bon, ils se sont bien. Oui. Après, elles n'ont pas démarré aussi fort. Elles ont été coupées dans leur. Ouais, mais ça peut aller hyper vite. Si jamais on. Niveau de valeur, voilà, parce qu'il y a personne sur le marché. S'il y a quelques acteurs qui jouent ce thème-là, comme on est à la cave, ça peut aller très très vite. Pour moi, si j'avais quelque chose à faire, ça serait là. Le reste, c'est plus que sur des valeurs industrielles, des valeurs défensives. Pour moi, ça change pas grand-chose. Il y a le food and beverage, l'agro, les boissons qui n'ont pas du tout profité, puis qui sont un peu
en retard avec les problématiques de guerre commerciale, consommation. Ouais, mais là, il faut qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de ralentissement en fait, de la croissance. Mais elles sont quand même, en termes de perf, assez attaquées. Donc il y a des choses, mais c'est plus difficile en début d'année de trouver des safe haven en fait. D'accord. Oui. Voilà. Mais je pense que les small et mid, moi, européennes ou le Russell 2000, des thèmes cybersécurité, certes c'est cher, mais il y a des choses à faire sur le marché action. Hein, et en tout cas, les marchés européens ont bien baissé. Il y a des niveaux de valo qui ne sont pas en moyenne ou sur des secteurs industriels qui ne sont pas délirants par rapport à leur médiane. Donc, bon, après, il faut croire en l'économie, il faut croire en marché financier, il faut croire en l'Europe, à notre nouvel gouvernement. Bon, il y a plein de choses, hein, mais la confiance... On n'a pas évoqué, effectivement. Pour investir, pour consommer, il faut être confiant dans l'avenir et pour investir aussi. Oui. Mais donc, déconcentration... ou en tout cas un peu moins de concentration en termes de valeur, mais pour autant pas une idée qu'un secteur, un type d'entreprise pourrait bénéficier d'une économie américaine qui se porte bien et d'une baisse de taux ou autre. Non, là, on va rester dans une stratégie de gestion active. Ouais. C'est trop tôt, je pense. Il y a aussi un phénomène, je trouve, qui est un petit peu de trompeur là-dedans, c'est que, comme d'habitude, les corrélations comme part des États-Unis vers le reste du monde, et il n'y a jamais de décorrélation avec ce qui se passe aux US, notamment en Europe. Mais il y a un truc qui est assez particulier, je trouve. Moi, je ne suis pas spécialiste du tout, comme vous, messieurs, des small et des small cap, mais il y a quand même deux trucs. C'est que les small cap, elles sont quand même souvent assez liées au cyclique, aux valeurs cycliques, c'est par définition. Et donc, c'est tout ce qu'on disait juste précédemment. Est-ce que c'est vraiment un ralentissement marqué, ou est-ce que finalement, ça va atterrir sur un truc qui fait que les cycliques... Il faut que le cycle soit quand même assez fort pour que les cycliques et les petites pour valeurs, les emmener. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment le côté cycle macro vis-à-vis des petites et moyennes entreprises. Et puis la deuxième chose, qui est un peu reliée au Trump Trade, notamment, on avait vachement joué ça à ce moment-là, en se disant Trump arrive, c'est l'explosion de la guerre commerciale, parce que maintenant, il parle plus de 10% des taxes, c'est maintenant 20% sur les boîtes européennes et asiatiques, c'est 60% pour les boîtes chinoises, peut-être jusqu'à 200% sur les véhicules électriques, y compris mexicains, canadiens, etc. Bon, bref, c'est l'explosion de la guerre commerciale avec Trump, et donc l'Europe qui est plus assertive qu'avant, on l'a vu avec les voitures électriques, on le voit avec les panneaux, on le voit avec les éoliennes, sans doute qu'elle prendra des contre-mesures, la Chine aussi, etc. Bon, bref, guerre commerciale. Et donc, ce Trump Trade était de dire les grandes valeurs exportatrices, elles vont quand même vachement souffrir là-dedans. En revanche, les petites boîtes, c'est leur moment. C'est peut-être leur moment, parce que l'économie américaine, Trump, il va baisser les impôts pour les boîtes, il y aura du déficit public, et finalement, l'économie américaine se tiendra. Donc, il y a un peu, je trouve, ces deux petites forces à l'œuvre qui ne sont pas du tout à l'œuvre en Europe, pour moi, je trouve. Justement, rapidement, il nous reste quelques minutes. Jean-François Robin, votre scénario sur l'économie européenne, on a beaucoup parlé de l'économie américaine, c'est ce qui drive les marchés aujourd'hui, de la future décision effectivement de la Fed. Pour la BCE, le plan a l'air un peu plus clair, entre guillemets, ou en tout cas c'est ce que les marchés identifient. Votre scénario sur cette économie européenne ? Le scénario de l'économie européenne, il est finalement moins rose qu'il l'est pour les États-Unis. C'est toujours pareil, on essaie tous les ans de dire que ça va surperformer. La réalité, c'est que non, on va faire un peu moins de 1% de croissance cette année, les États-Unis vont en faire 2,4%. L'année prochaine, c'est pareil, mais un petit peu mieux. Simplement, il y a quand même un effet très allemand là-dedans, à l'inverse de la France. La France, nous, on révise à la hausse. La croissance française, on la voit à 1,2. On était déjà les plus optimistes du consensus, on était à 1. Là, on repasse à 1,2 parce qu'il y a un effet géopositif largement plus qu'il ne l'était à Londres, à Athènes, à Sydney, etc. Donc, il y a un vrai effet France plutôt positif. Mais globalement, l'Europe, alors que le Portugal se tient bien, record de saison touristique, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, finalement, c'est des pays qui se tiennent bien en ce moment. C'est vraiment, il y a un focus allemand. Et donc cette année, c'est dur d'être... on va faire du 0,8, un petit 1% de croissance. En revanche, c'est pareil, si jamais les taux baissent et que l'inflation baisse, et encore une fois, 1,9 en Allemagne, 1,9 en France, 1,2 en Italie. Ça fait de la désinflation et ça fait du pouvoir d'achat. Et donc, on disait tout à l'heure, les économies américaines, c'est l'économie de la consommation, mais c'est encore plus de 50% du PIB en France, Et donc, si vous avez de la désinflation et de façon concomitante des baisses de taux, c'est quand même bon pour l'immobilier, c'est quand même bon pour la consommation. Et donc, on peut imaginer que 2025 soit un petit peu meilleur. Ouais. Si je puis me permettre de finir par ça, en plus, finalement, par rapport à quand on s'est quitté avant les vacances, quand il y avait la dissolution où tout le monde se demandait
à quelle sauce on a été mangé. Finalement, moi, je trouve que le risque politique, il a plutôt baissé. C'est-à-dire qu'on a quand même évacué des risques la prime obligataire a pas augmenté. Donc oui, c'est ça. Et sur ça n'a pas bougé. Il ne faut pas oublier que, comme les dépenses publiques représentent 65% du PIB, elle est très alimentée par le déficit public, et notamment le déficit des collectivités territoriales et des collectivités publiques. Donc c'est quand même une croissance, certes, qui est supérieure à celle de nos voisins, et qui n'est pas très saine, et en plus qui ne s'est pas fait dans un effort budgétaire, contrairement aux pays du Sud qu'on mentionne, et notamment l'Italie. Voilà, l'Italie, ils sont à 8% de déficit, donc on peut pas dire qu'ils mais ils sont quand même en excédent primaire commercial. Oui, non, mais sur le déficit public, c'est pas non plus... Oui, mais c'est aussi une histoire, mais il y a quand même chez nous une dégradation globale, même si les exportations sont un peu meilleures. Les FGO, moi je me féliciterais pas forcément d'une croissance française surfinancée par le public, mais il est clair qu'en Europe, on se contente de chiffres qui sont anémiques pour soutenir nos équilibres sociaux. Ce n'est pas suffisant. Sur les 20 dernières années, la moyenne de la croissance française, c'est pile poil 1,2. Donc on y est, quoi. Donc, d'accord. Et je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez, Igor. Le truc, c'est que c'est un peu comme les États-Unis. Les États-Unis, ils font 2,4 de croissance, mais ils ont 7% de déficit. Sur les 5 dernières années, le déficit moyen américain, c'est 9%. On pourrait arriver à 6 en 2025. Non, mais, Igor, c'est 9% le déficit moyen sur les 5 dernières années américaines. Donc eux, ils vivent vraiment à crédit, quoi. Ils vivent vraiment sur de l'argent public. C'est pour ça que le bémol, je partage tout à fait ce qu'on vient de dire, le bémol, c'est la pression de la Commission européenne sur les finances publiques. C'est peut-être pour ça qu'ils ont nommé Barnier, d'ailleurs. Donner un petit peu de temps pour négocier. Il s'est négocié. Voilà, c'est pour ça que je suis très optimiste qu'on ait Barnier comme Premier ministre. Pour finir rapidement, alors vous nous avez déjà un petit peu répondu, Eric Venet, mais qu'est-ce que vous regardez dans le marché ? De quoi n'a-on pas parlé aujourd'hui qui retient votre attention dans le marché à l'heure actuelle, que ce soit matière première ou typologie de valeur Alors, il y a un marché que je fuis, c'est la Chine. D'accord. Voilà, ça c'est clair. Donc, Je crois que vous n'êtes pas le seul. voilà. Non, au niveau marché, moi je suis un gérant action, donc je viens de me prendre une claque sur le luxe. Ouais. Donc je vais attendre quelques jours et puis je vais voir à peu près les résultats aux États-Unis. Mais si les États-Unis ne baissent pas, il n'y a pas de raison que le luxe, on se prenne une claque comme ça. Donc je reviendrai. Et puis les petites valeurs. Et géographiquement, je rajouterais, à part la France, qui est notre marché mère, nourricier, qui est très dense, le Royaume-Uni, qui est quand même quelque chose à regarder, parce que c'est toujours une expérience financière, monétaire, et qu'avec la nouvelle gouvernance et ce qui est en train de se passer... le macro, c'est top. Ouais. Et puis l'Italie, qui a une réserve de valeurs industrielles, de petites valeurs, et qui, elle aussi, a entamé une espèce de mue, ça sera très long, et qui a une gouvernance assez stable pour l'instant. Et voilà. Et j'ai un tropisme un peu small et mid cap aussi. Sinon, je fais du dividende, grande valeur dividende, parce que ça plaît aux clients aussi. Jean-François Robin, alors effectivement, vous n'êtes pas dans les valeurs tous les jours, mais est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas évoqués aujourd'hui qui méritent l'œil de l'investisseur ? Non, mais là-dedans, on a l'impression que, moi, encore une fois, ce que je disais en intro, on n'est pas si loin du Goldilocks scénario où finalement il y a de la désinflation, les banques centrales vont baisser et on n'a pas de récession ni en Europe, ni aux États-Unis, ni même en Chine. Finalement, ce sera sûrement moins bien que ce que voulait Xi Jinping, mais finalement, les 3 gros moteurs de l'économie mondiale, et vous rajoutez le Japon, vous rajoutez l'Inde qui a 8% de croissance, il y a plein de moteurs de la croissance mondiale qui sont là. En revanche, on a vu ces derniers temps, et encore cette semaine, que le risque géopolitique, pour moi, il est complètement sous-estimé par les marchés, parce que entre le Proche-Orient, l'Ukraine, qui est en train de redoubler, le conflit en Ukraine redouble d'intensité. Je crois que le risque géopolitique, pour moi, c'est encore une des thématiques, malheureusement, des prochains mois. Et c'est peut-être le secteur de la défense qui va profiter. L'or est pas mal. Et l'or, effectivement. Et l'or, voilà. Parce que les mineurs, vous gagnez sur... On va devoir arrêter là, ça nous fait une ouverture parfaite pour une prochaine émission. Merci beaucoup en tout cas Jean-François Robin, directeur de la recherche chez Natixis, Igor Demac, dirigeant associé chez Vital Épargne, Eric Venet, directeur de la gestion de Montbleu Finance. Merci messieurs. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à thème. Et pour finir cette édition de Smart Bourse, marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse où nous allons tenter de comprendre ensemble ce que dit l'IA des marchés dans ce rendez-vous avec Jean-Jacques Ohana. Bonjour Jean-Jacques Ohana. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Et alors la question qu'on va se poser ensemble aujourd'hui, c'est est-on face à un nouveau paradigme d'investissement, Jean-Jacques Ohana ? Oui, absolument. Alors pourquoi se poser cette question en cette rentrée ?
En fait, pour remettre dans le contexte en fait, notre activité, nous regardons de multiples signaux, à la fois des signaux de marché et en même temps des signaux textuels. D'accord. Et cela nous permet de dégager des tendances. Ça peut être des signaux faibles que nous agrégeons. Et au total, cela nous permet de comprendre certaines dynamiques et des évolutions de marché. Et en cette rentrée, nous identifions 4 tendances majeures. Ok. Et ces 4 tendances se recoupent et nous permettent finalement d'identifier peut-être un nouveau paradigme d'investissement, ce qui nous amène à cette conclusion. Les 4 tendances sont les suivantes. La première tendance lourde, c'est l'anticipation de baisse de taux importante de la Banque centrale. Et peut-être que nous sommes aujourd'hui à un tournant. De la Banque centrale américaine. De toutes les banques centrales. De toutes les banques centrales, d'accord. Oui. À l'exception du Japon. D'accord. Oui. En effet, dans tous nos signaux de tendance que nous relevons sur les marchés, nous voyons aujourd'hui une tendance haussière sur les marchés obligataires qui semble se confirmer sur l'ensemble des pays et sur l'ensemble des points de courbe. Avec une innovation supplémentaire qui est notable, c'est que désormais, il y a une pantification de la courbe. Cela signifie que les taux court terme, aujourd'hui, baissent plus que les taux longs, et à tel point qu'on avait une courbe inversée depuis juillet 2022, et désormais, on a une courbe qui n'est plus en inversion. C'est-à-dire qu'on a le taux 2 ans et le taux 10 ans qui valent exactement la même chose, 3,75% pour un taux Fed Funds à 5,25. Est-ce que c'est une bonne nouvelle dans le sens où ça éloigne l'idée que courbe de taux inversée égale récession ? Alors, c'est pas une très bonne nouvelle, théoriquement, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu une inversion de courbe depuis l'après-guerre, ça s'en est suivi une récession. Mais en fait, on a vu une disparité de l'occurrence de la récession après l'inversion de courbe. Aller de quelques mois jusqu'à plus de 2 ans. Et là, donc ça fait plus de 2 ans qu'on est en inversion de courbe, puisque c'était juillet 2022. Mais par contre, toutes les observations d'inversion de courbe sont caractérisées par un enclenchement de la récession une fois que la courbe se pantifie. Et cela s'explique par le fait que quand la courbe se pantifie, la Banque centrale constate le problème, constate que finalement sa politique restrictive a eu les effets escomptés de ralentissement et désormais prend acte de ces effets et baisse les taux. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc en réalité, cette fin de l'inversion de courbe, c'est ce qu'on appelle un bull steepening, c'est un marché haussier obligataire avec une pantification de la courbe qui s'accompagne d'un ralentissement de la croissance. Et dans ce cadre-là, il y a danger de récession. Donc ce premier paradigme, qui est très important, c'est la baisse de taux. Et finalement, ce signal semble indiquer qu'en effet, les signaux semblent se mettre en place pour qu'une future récession ait lieu. Deuxième élément, c'est sur le marché des matières premières. Alors, quand on suit les matières premières, on voit l'or et le reste. Et on voit 2 tendances quand même qui sont assez différentes. Absolument. Alors en fait, l'or monte dans le sillage de la baisse des taux. Et ça, c'est très important à noter. On peut remarquer aussi une belle résilience des marchés de métaux précieux, par exemple l'argent qui lui emboîte le pas, qui est assez bien orienté. Par contre, on voit quand même une faiblesse de l'ensemble du complexe des matières premières cycliques, que ce soit le pétrole, avec finalement, en fait, pour l'instant, des tendances, une tendance à l'apaisement, enfin, on va dire, à l'apaisement dormant au Moyen-Orient, et puis une tendance baissière, carrément baissière, sur les marchés, les métaux de base, qui normalement indiquent parfaitement le cycle de croissance mondiale, et notamment le cuivre, mais aussi l'aluminium, le nickel, etc. Et en plus de ça, une faiblesse des marchés agricoles. Donc on a globalement, à l'exception de l'or, une faiblesse des matières premières, et cela va dans le sens d'une économie sous pression. Donc deuxième signal.
Est-ce que le troisième signal va lui aussi dans le sens d'une économie sous pression, Jean-Jacques Ohana ? Malheureusement, oui. D'accord. Le troisième signal, c'est l'augmentation du risque systémique. Alors, l'augmentation du risque systémique, augmentation de l'aversion au risque des investisseurs, c'est un signal que nous suivons. Nous avons des indicateurs en ce sens. Et cela traduit l'augmentation des volatilités implicites, donc notamment le VIX, mais nous en suivons plus de 50 au total dans le monde, mais toutes les volatilités implicites sur les actions, les volatilités implicites sur les matières premières, les spreads contre les govies. On a par exemple vu l'écartement du spread de la France, mais au-delà de cet exemple, globalement, il y a une augmentation du risque systémique qui n'est pas encore dramatique. Il n'y a pas d'augmentation des spreads de crédit, par exemple. Il n'y a pas de crise financière à proprement parler. Mais par contre, depuis le mois d'août, depuis la dislocation du début du mois d'août, et même cela précédait cette dislocation, en réalité, nous voyons une tension sur les risques financiers et désormais, nous ne sommes plus dans une tendance où les risques financiers diminuent. Et donc, la troisième tendance importante, c'est l'augmentation du risque systémique. Et les marchés ? Qu'est-ce qu'ils nous disent, les marchés actions ? Alors, les marchés actions nous envoient un signal qui est plus nuancé. D'accord. Puisque finalement, ce que nous voyons, malgré ces trois tendances assez inquiétantes sur la récession, c'est finalement, au-delà des soubresauts de marché, des marchés actions qui semblent résister. Et au-delà de la volatilité extrême des valeurs technologiques ou des marchés japonais, par exemple, sous l'influence de la décision de la BOJ de Montecito. De la décision de la BOJ de Montecito et du débouclement des carry trades, et notamment du renforcement du yen. Ce que nous voyons, c'est une rotation sectorielle qui est intéressante sur les marchés, avec un style défensif qui a le vent en poupe. À savoir finalement des secteurs défensifs qui sont poussés par la baisse des taux. Alors les secteurs défensifs, on les connaît bien, c'est notamment les utilities, donc les producteurs d'énergie, d'électricité, tout ce qui est service aux collectivités locales. Et puis les secteurs de ce qu'on appelle le consumer staples, les biens durables. D'accord. Le secteur de la santé aussi. Oui. Voilà, donc des secteurs qui sont moins corrélés à l'économie, moins volatiles. Et qui du coup bénéficient de ce moment de marché quelque part. Absolument, absolument. Et ce que nous voyons en réalité, c'est qu'à chaque soubresaut, ils baissent moins que le reste des marchés. Ils subissent moins la volatilité. Et à chaque accalmie, ils remontent plus fort. Et donc cette période d'attentisme où finalement nous voyons des risques plus importants se profiler à l'horizon, mais ces risques qui sont plus importants ne se matérialisent pas. Dans le marché. Dans le marché. Ouais. Il n'y a pas de crise, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de crise financière avérée, il n'y a pas d'événement de crédit, il n'y a pas de défaut. Et bien, tant qu'on est dans cet attentisme, finalement, nous voyons tout un compartiment de la cote qui n'était pas sur le devant de la scène, qui n'est pas dans le radar, finalement, qui est un peu hors champ, bien se comporter. Et c'est ce qu'on appelle le compartiment des défensifs ou de la faible volatilité, le style low vol, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, puisque je rappelle que c'est un compartiment qui est très sensible aux taux. Et finalement, depuis 2022, on a eu des hausses de taux et désormais, on a un nouveau paradigme, je l'ai dit, de baisse des taux. Et ce paradigme de baisse des taux semble favoriser ce secteur défensif. Il nous reste un tout petit peu de temps, on peut se poser une question. Quand on voit sur les 4 indicateurs, ou en tout cas les 4 indices que vous avez donnés, 3 qui annoncent, ou en tout cas qui semblent annoncer une récession, et un marché qui, lui, ne semble pas le pricer, est-ce que c'est rassurant parce que le marché finalement résiste, ou au contraire c'est inquiétant parce qu'on se dit que le marché est un peu aveugle pour le moment, ou ne veut pas voir effectivement ce qui arrive ? Alors finalement, ces 4 tendances ne sont pas contradictoires les unes par rapport aux autres. Finalement, j'allais dire qu'il y a une différence de calendrier. D'accord. Les 3 premières nous indiquent qu'une récession est tout à fait possible, mais ne nous indiquent pas le timing.
Et la quatrième tendance bénéficie des conséquences possibles de cette récession, à savoir la baisse des taux, nous dit aussi que le marché a urgemment besoin de baisse de taux agressive des banques centrales et de la Fed pour pouvoir survivre. Donc le marché attend 125 points de base de la Fed sur les 4 prochains rendez-vous. C'est important, ce sont des attentes qui sont importantes. Ces attentes ne doivent pas être déçues. Finalement, cette quatrième tendance nous indique que finalement, tout un compartiment de la cote peut continuer à progresser si les banques centrales délivrent la promesse qu'elles ont finalement faite au marché. Et le marché les attend au tournant. Mais j'allais dire que ce n'est pas contradictoire, c'est juste une différence de calendrier. Si après le calendrier de la récession devient plus actuel, avec des risques qui deviennent plus avérés, on verra les 3 premières tendances l'emporter sur la quatrième. Aujourd'hui, sur les actions, c'est la quatrième qui l'emporte. Donc la résistance, la bonne résilience du compartiment défensif, parce que les signaux de récession ne sont pas encore à l'ordre du jour. Merci beaucoup Jean-Jacques Oana. Je rappelle que vous êtes consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI4Alpha. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.